Africa 21. Mon nom est Frédéric Belleguer, je suis ici pour représenter la mission suisse, qui est l'un des partenaires d'Africa 21 dans son mandat. Nous allons parler aujourd'hui d'un aspect extrêmement important pour nous et pour le monde, qui est l'accès à une information vérifiée, sourcée, fiable et partageable sur les enjeux environnementaux en Afrique de l'Ouest. Vous allez découvrir les résultats d'une étude qu'Africa 21 a menée auprès des médias d'Afrique francophone à ce sujet et qui met en évidence un besoin, une nécessité et je dirais un appétit pour ce genre d'outils. Et vous avez ici un panel remarquable qui va aborder certains de ces aspects. Je vous présente rapidement nos panélistes aujourd'hui. Catherine Clément, qui est journaliste et qui couvre le Valais depuis... On va dire plus quelques décennies. Voilà, quelques années. Diana Rizzolio, qui gère d'une main de maître aussi depuis quelques années le réseau environnement de Genève, qui est une source d'information absolument unique au monde et qui correspond en ampleur, en largeur, en profondeur, dans toutes les dimensions à l'importance de l'écosystème genevois en matière d'environnement et qui, de par sa nature de réseau et de par les connaissances de Mme Rizzolio, permet d'accéder avec un point d'accès à l'ensemble de ces informations. On ne présente plus Abdallah Bouksit, ancien secrétaire général. Secrétaire général. Ancien directeur de l'Amitié nationale. Ancien directeur de l'Amitié nationale du Maroc, qui a aussi exercé quelques responsabilités au GIEC en de nombreuses années. Vous êtes secrétaire exécutif du GIEC. Chantaline Carpentier, qui représente ici ONU Commerce et Environnement, et qui a aussi enseigné pendant quelques années dans les écoles d'administration publique d'Afrique de l'Ouest sur l'intégration des objectifs de développement durable et qui, depuis de nombreuses années, parcourt le monde avec son pour sensibiliser et pour sensibiliser les foules à ces questions. Et last but not least, Brigitte Perrin, qui est la directrice de la communication de l'Organisation météorologique mondiale ici à Genève et qui va vous parler de projets très stimulants qu'elle a pour utiliser l'intelligence artificielle dans la prévention et contre la désinformation et la lutte contre les fausses nouvelles. Bienvenue à tous, c'est un honneur pour ces fonctions et nous faisons notre mieux pour créer des ponts entre elles et en direction du monde extérieur. Et pour ça, je remercie aussi Africa 21, Julien Chambol qui est là pour son appui. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Frédéric, merci à tous, bonjour, soyez les bienvenus à cette table ronde. À mon tour, je salue les panélistes de haut niveau que nous avons aujourd'hui. Moi, c'est Didier Magnon-Bivada. Je suis universitaire consultant à Lyon et membre expert d'Africa 21. Et justement, pour ouvrir cette table ronde, nous allons vous présenter les éléments essentiels de l'étude qui a été faite sur l'état du journalisme environnemental, notamment en Afrique. Je m'excuse déjà auprès de nos panélistes parce que les données seront derrière eux, mais je tâcherai quand même de faire arriver les éléments essentiels pour que vous ayez ces informations-là en vous. D'abord, les éléments de Genève de ce rapport-là qui a été porté, c'est que en juin 2018, il y a eu un side event au Conseil des droits de l'homme et qui concernait notamment l'accès à l'information en Afrique. Et ce side event a été
notamment organisé avec le réseau RSF, avec le rapporteur spécial de l'ONU et Africa 21. Et quelques mois après, notamment en octobre 2019, on a organisé la journée des médias du journalisme en Afrique à Genève. Et pendant cette journée-là, il y avait 15 journalistes, notamment francophones, de toute la Genève internationale, qui étaient plutôt investis sur les questions climat. Juste après, en 2020, on a pu lancer le réseau des journalistes africains spécialisés sur le développement durable et le changement climatique, qui a comme action principale les ateliers de développement et d'expertise en réseau, les concours journalistiques qu'on organise chaque année, et les délégations qu'on met souvent en œuvre pour couvrir les grands événements internationaux qui concernent notamment les négociations en matière climat et tout ce qui est événements spéciaux qui intéresseraient de près ou de loin notre réseau, notamment ce réseau de journalisme environnemental. Et régulièrement, nous faisons aussi une revue de presse mensuelle qui est notamment portée par Julien. À ce jour, le réseau, c'est plus de 850 journalistes africains spécialisés sur les questions climat, et originaires de 43 pays, et qui couvrent notamment la presse écrite, la radio, la télévision et les agences de presse. Les conditions d'adhésion à ce réseau-là, c'est qu'il faut avoir 5 ans minimum d'expérience dans le journalisme, avoir une carte de presse et exprimer clairement, de par ses actions, l'intérêt qu'on a pour la spécialisation en matière de questions environnementales et tout ce qui concerne le développement durable et le changement climatique en Afrique. Quand on fait le point aujourd'hui, on a plutôt environ 35% de femmes journalistes. Nous ne sommes pas encore à la parité. C'est un coin que nous devons prendre en compte et savoir développer un peu plus nos actions. En mai 2024, le réseau est invité par l'UNESCO à la 3e Convention des médias africains. Et à cette occasion, il y a eu l'organisation d'une enquête justement auprès des membres et autour de 45 questions sur l'état du journalisme environnemental. Et en quelques jours, notamment 3 jours précisément, on a récolté plus de 150 réponses complètes et qui donnent les résultats préliminaires qui ont été présentés notamment à Accra. Et durant l'été, les 300 pages de données ont été analysées pour produire le rapport sur le journalisme environnemental en Afrique en 2024 et dont on parle aujourd'hui. Les éléments clés que nous devons retenir de ce rapport, c'est que d'abord, en termes de portrait de sociologie des journalistes qui travaillent sur les questions environnementales en Afrique, on a différents aspects qui ont été mis en avant, notamment les aspects économiques de la profession et de sa spécialisation, les conditions d'exercice qui, vous imaginez bien, sont assez particulières, notamment en Afrique pour les journalistes, dans tous les secteurs, mais pour les journalistes c'est particulièrement difficile, non seulement pour avoir accès à l'information, mais les outils de travail tout simplement. Les nouvelles pratiques et tendances, le traitement des questions environnementales dans les médias en Afrique et des recommandations qui ont été faites à destination des décideurs afin qu'on puisse améliorer les conditions d'exercice des journalistes qui sont engagés sur la question du climat. Ça, c'est un exemple de l'une de nos journalistes du réseau. Merci. Le journalisme environnemental aujourd'hui, en quelques pourcentages en Afrique, c'est 47% qui sont salariés dans un média, 32% sont plutôt des indépendants et 21% sont plutôt mixtes, disons, c'est-à-dire ils sont salariés, mais de temps en temps, ils produisent aussi des articles ou des reportages pour d'autres médias. On a 39% de tous les journalistes qui exercent un autre métier que celui de journaliste. Et vous imaginez, c'est pour pouvoir survivre. 31% qui déclarent être membres d'un syndicat et 65% revendiquent leur appartenance à une organisation de défense des droits des journalistes. 73% sont actifs dans une association en lien avec le climat. On est plutôt sur un bon pourcentage en matière de journalisme environnemental quand on a 73%. Toujours en termes de profil et de sociologie, on a quand même du point de vue économique une fragilité dont vous vous en doutez très bien. Et parce que, effectivement, comme dans toutes les fonctions, au-delà des outils dont on peut avoir besoin, il y a la vie sociale des professionnels. Donc 46% des journalistes sont soit à leur compte ou ils sont attachés à une microstructure économique de moins de 10 salariés. Donc ça peut être un petit organe de presse en ligne ou de la presse écrite. 85% des journalistes interrogés estiment qu'ils ne disposent pas du matériel suffisant
pour exercer leur travail au quotidien. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Les outils de travail, c'est primordial. La vie aussi, sociale aussi l'est tout autant. 83% des personnes interrogées ont répondu que leurs médias avaient rencontré des problèmes économiques ces 3 dernières années. C'est vrai, ce n'est pas lié seulement à l'Afrique, les difficultés de la presse. Mais en Afrique, ça se pose tout particulièrement parce que, quelles que soient les compétences et les niveaux des journalistes, quand on entre dans le concret, il est beaucoup plus compliqué non seulement d'aller sur les lieux où on recueille des informations, d'avoir les outils qu'il faut, et aussi de pouvoir vivre de ce travail-là, c'est tant qu'on l'est professionnellement. La question de la ressource financière donc, pèse fortement sur la production et la couverture des questions environnementales. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là cet après-midi. Belle photo de quelques-uns de nos journalistes C'est au Kenya, ça. au Kenya, qui sont aussi des journalistes assez souvent activistes du point de vue de leur engagement, qui vont au front, comme on le dit, pour aller chercher l'information, mais aussi pour faire connaître les enjeux climatiques sur un tas de domaines, et notamment dans la vie économique, sociale, voire politique, parce qu'ils prennent aussi des risques. Les conditions d'exercice délicates, je vous le disais tout à l'heure, 63% des journalistes disent avoir été témoins ces 3 dernières années d'un cas flagrant de violation des droits liés à la pratique de leur métier, donc les journalistes en danger. 23% ont connu de la censure durant cette période, 44% des menaces physiques ou des intimidations, et 34% des journalistes jugent la situation d'exercice du métier catastrophique ou médiocre. 27% quand même ont eu une très bonne, disons, perception de leur travail, et que ce soit du point de vue de leur perception par rapport à leur vie professionnelle personnelle ou par rapport à leur environnement de travail. Alors, les évolutions aujourd'hui du métier sont à prendre en compte. Tout à l'heure, on parlait d'intelligence artificielle et d'autres éléments. Les journalistes interrogés sur les tendances et les nouvelles pratiques pour faire évoluer la profession, ont cité en majorité d'abord la digitalisation et l'utilisation renforcée des smartphones comme outil d'accès à l'information. C'est-à-dire que c'est très... Autant c'est compliqué d'avoir des outils performants de travail, ça paraît un peu plus facile d'avoir accès à un smartphone aujourd'hui et de collecter des données sur le terrain. Après, c'est le traitement des données, et comment on peut entrer et faire une analyse sérieuse pour renforcer la qualité des données qui posent problème. Mais avec un smartphone, je peux aller faire des photos, faire même des interviews, pourvu que ces smartphones-là fonctionnent et qu'il y ait de l'électricité pour les charger. Soit dit en passant. L'utilisation de l'intelligence artificielle, je le notais tout à l'heure, pour le travail du quotidien, 59% des journalistes interrogés pensent que l'intelligence artificielle est une nouvelle opportunité. Mais ce n'est pas parce que c'est une nouvelle opportunité qu'on a les moyens de la saisir. Pour l'exercice de leur métier, 31% pensent au contraire qu'il s'agit d'une menace. Là encore, on a un travail de pédagogie et de montée en compétences en termes de connaissances à faire. Le développement de l'infographie, l'analyse des métadonnées, ça c'est des spécialités, en tout cas des compétences techniques que les journalistes n'ont pas toujours pour pouvoir être plus performants. La lutte contre la malinformation, nous en sommes, en tout cas nous y sommes en plein, c'est-à-dire la désinformation environnementale, climatique en Afrique, ça fait des ravages. Sur un tas de questions, vous le savez déjà, je pense que nos experts vont nous éclairer davantage et avec le temps et avec le réseau, on saura comment répondre à cette thématique-là. Dans l'avenir, l'utilisation de la réalité virtuelle, là on est encore à un autre niveau pour offrir une nouvelle expérience au public. Les pratiques en développement comme ce qu'on appelle le le journalisme de solution, le journalisme citoyen collaboratif, la data journalisme, la mise en réseau et la collaboration entre journalistes. L'un de nos journalistes réseau. Les photos sont là aussi comme respiration de notre présentation parce que ça nous permet aussi d'avoir une visibilité sur ce qui se fait là-bas. Il y a un engouement croissant du public pour les questions environnementales, c'est vrai dans la société et c'est vrai aussi pour le journalisme et toutes les problématiques qui concernent le journalisme au sens général dans les pays africains, ben on retrouve les mêmes problématiques chez les journalistes environnementaux. 15% des journalistes qui ont répondu à l'enquête déclarent rencontrer des difficultés à attirer l'attention de leurs lecteurs ou de leurs audimat, alors que 60% estiment qu'il y a un public qui est demandeur. Donc vous voyez bien la différence. Il y a des gens qui sont demandeurs, mais il y a beaucoup de difficultés pour pouvoir rendre accessibles ces informations-là par rapport au public.
il y a un grand engouement, effectivement, mais le travail reste à améliorer pour rendre ces données encore plus accessibles pour la population. Les thématiques qui attirent le plus le public, d'après les journalistes, c'est toutes les questions concernant les déchets. Ça ne vous étonnerait pas. La pollution, le recyclage et la gestion raisonnée des ressources, le changement climatique et la météo de façon générale, parce qu'on a de gros problèmes de désertification en Afrique, mais aussi la question de l'érosion côtière, la question des océans, l'eau, l'assainissement et les catastrophes naturelles liées à l'eau, notamment la sécheresse et inondations, vice-versa. La pollution des sols, la déforestation, les énergies renouvelables, la santé des sols, agriculture, alimentation, tous les grands secteurs sont abordés en fait. Biodiversité, océan, etc. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment toutes ces questions-là peuvent entrer même dans la synergie de la compréhension pour que la problématique au niveau du journalisme soit beaucoup plus pertinente quand il s'agit à la fois de voir les experts, mais aussi que les journalistes assurent le rôle de vulgarisation des données. Une demande toujours plus importante de formation, ça c'est essentiellement la demande justement des journalistes, c'est-à-dire que 44% des journalistes interrogés estiment qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment les bases des sujets qu'ils ont à traiter. Et ça c'est très important pour nous de savoir justement quelles sont les attentes des journalistes. C'est-à-dire qu'ils ont envie, ils souhaitent le faire, mais en général ils n'ont pas la connaissance nécessaire d'abord pour comprendre eux-mêmes les sujets et ensuite rendre vulgarisables au niveau du public. La totalité a un besoin de mise à jour des connaissances et de leur compréhension des enjeux sur les différentes questions liées au développement durable. Si vous êtes journaliste, on vous invite à une COP et que vous n'avez pas le background nécessaire pour comprendre d'abord les enjeux, ne serait-ce que le titre d'une COP, ce que ça signifie pour la géopolitique climatique et tout ça, c'est compliqué après de couvrir l'événement et ensuite de faire un document qui soit intéressant pour votre continent, pour votre pays, etc. Les besoins se portent en majorité sur les thèmes suivants: l'économie verte, l'économie bleue, la biodiversité, la faune et la flore, le fact-checking, très important, pour débusquer justement la désinformation climatique, les technologies et les méthodes pour couvrir les questions environnementales. Bonjour. Oui. Alors, pour accéder à notre rapport, il y a le QR code, sinon vous allez sur le site d'Africa21.org et vous verrez comment on a compilé l'ensemble des données. Ça se lit très facilement notre rapport. Ce n'est pas comme les rapports très institutionnels. Oui, vas-y. Alors, après ce tour d'horizon qui est vraiment très global et que je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que ça vous a donné une photographie de ce qui se passe en Afrique sur la question climatique et le rôle spécifique des journalistes. Maintenant, on va passer aux panélistes qui, à la lumière de tout ce qui a été dit, vont nous éclairer davantage. Je laisse la parole à Catherine pour assurer cette partie de notre après-midi. Merci Catherine. Merci Didier pour cette présentation fort claire et qui était une espèce de mise en bouche de la suite et de la chance que nous avons aujourd'hui d'avoir effectivement, comme l'a précisé et introduit Frédéric Wallenegger de la mission suisse, nous avons cette chance d'avoir ces experts qui vont nous éclairer et surtout nous donner plus d'informations sur quelque chose qui est primordial pour les journalistes, quel que soit le média pour lequel ils travaillent ou le genre de média, c'est-à-dire presse écrite, radiophonique, télévisuelle. Avant de pouvoir partager des connaissances, il faut que le journaliste lui-même comprenne de quoi il parle, ce qui n'est pas toujours évident, surtout lorsqu'on a affaire à des rapports d'experts qui ont souvent un vocabulaire très technique, très pointu. Et lorsqu'on a la chance de travailler dans la Genève internationale, on a une telle diversité d'informations qui nous est proposée et qu'on ne trouve pas toujours. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir des personnes ressources comme Diana Risolio, qui est la coordinatrice du réseau Genève Environnement et qui a eu cette excellente idée à partir de sa plateforme de réunir le maximum d'informations liées à l'environnement à partir du réseau de Genève. Alors, ma première question, Diana, quand est-ce que cette plateforme a été créée? Quelle a été la décision? Bon, nous vous connaissons tous,
tous et toutes. Donc nous savons que vous êtes une personne non seulement ressource, mais une personne très dynamique, inventive et qui maîtrise parfaitement le domaine. Alors je vous laisse la parole. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès et aussi comment est-ce que chaque lundi vous nous envoyez une feuille qui permet d'avoir une meilleure visibilité globale de ce qui va se passer dans les jours à venir. Très bien, alors peut-être que je vais commencer par ce que vous me demandiez, l'âge de cette plateforme. C'est une plateforme qui a été lancée il y a 25 ans. Donc c'est la plus ancienne des plateformes thématiques qui est soutenue par la Suisse, notre pays hôte, qui a un certain nombre en fait, de plateformes thématiques sur des sujets qui sont importants et qui sont discutés beaucoup dans la vie internationale. Et nous sommes la plus ancienne. Et quelque chose d'important aussi à souligner, moi j'ai vu dans votre rapport que le plus grand nombre de journalistes étaient basés au Kenya. En fait, le Kenya, c'est là où vous avez le siège du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est la voix de l'environnement dans le système des Nations Unies. Moi, je suis moi-même une fonctionnaire de ce Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et il se déroule tous les 2 ans l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Donc, c'est aussi pour soi, on a un plus grand nombre de journalistes intéressés sur cette thématique qui travaillent depuis le Kenya. Et donc, notre siège n'est pas ici, mais il y a énormément d'acteurs dans cette Genève internationale, et pas seulement dans les organismes des Nations Unies. On est un panel de fonctionnaires des Nations Unies, mais autour de ces OI, vous avez un certain nombre d'ONG, d'autres acteurs, les États membres eux-mêmes, qui sont extrêmement actifs sur ces questions environnementales. Et puis pas très loin de Genève, on a une ville qui s'appelle Gland, où vous avez le siège de l'UCN et le siège du WWF international, qui sont des organismes assez connus. Si vous pouvez nous rappeler ce que Voilà. c'est l'UCN. C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, et le WWF, c'est le World Wildlife Fund, c'est dans les initiales de son fonds en anglais, c'est une ONG extrêmement connue pour la défense de la nature. Et vous avez un certain nombre d'autres acteurs très actifs sur les questions de conservation de la nature et sur la perte de la biodiversité. Donc consciencieux de cela, peu de temps après le départ de Genève de 3 grandes conventions que tout le monde connaît, dont celle sur le climat, mais aussi celle sur la désertification et celle sur la biodiversité, dont la conférence des parties commence la semaine prochaine à Cali. Donc elles avaient tous leur siège intérimaire à Genève, mais les États membres ont décidé lors des premières COP d'envoyer ces sièges ailleurs. Et à ce moment-là, on avait déjà une convention qui sur les questions de pollution à Genève, qui s'appelle la Convention de Bâle, et on était en train de négocier l'arrivée d'autres conventions sur les questions de produits chimiques, de déchets et de pollution. Et c'était important pour la Confédération, donc la Suisse comme État hôte, et pour le CLUE, de montrer que Genève était aussi restait un centre important pour la gouvernance mondiale de l'environnement. Donc c'est une des raisons qui a poussé à la création de ce réseau il y a 25 ans. Il y a 25 ans, le monde médiatique a beaucoup changé parce que beaucoup d'organisations n'avaient pas encore de site web, les réseaux sociaux n'existaient pas, donc ce réseau a été créé avec une bibliothèque, des choses très physiques, l'organisation de réunions, et puis on a évolué au cours des années. On a un site où il y a effectivement beaucoup d'informations, on est très présent sur les réseaux sociaux, comme beaucoup d'autres, on s'est mis à tout ce qui est hybride, donc tout ce qu'on fait est streamé, etc. Lorsqu'on parlait, là, j'ai entendu beaucoup de climat, même vous-même. Oui. Vous étiez écrit environnement sur la diapositive, mais vous disiez climat. Oui. Alors, quand on parle de crise environnementale, vous nous entendrez souvent parler des triples crises à laquelle on fait face, du changement climatique. Il y en a plusieurs personnes, au moins 2 collègues ici, qui sont extrêmement représentatifs de cette communauté qui se bat pour de l'action sur cette crise. Mais on parle aussi, il y a aussi la crise de la perte de biodiversité, perte des terres, et la crise de la pollution. Et Genève est un vrai hub pour ces questions de pollution, parce qu'on a un certain nombre d'acteurs très importants sur ces sujets. Mais en fait, elle est très active sur toutes ces questions. Parce que on a donc 3 crises, on a les États membres ont décidé de mettre en place 3 plans d'action pour faire face à ces crises. L'accord de Paris est le plus connu parce que Très médiatisé. Très médiatisé. Mais on a aussi le plan de biodiversité qui a été adopté à Montréal il y a 2 ans. Et pour la pollution, on a le Global Framework on Chemicals, maintenant le nom ne vient pas en français, mais dont le siège est à Genève et qui a été adopté lui il y a 1 an. Et donc on a les plans d'action pour faire face à ces crises. Et puis on a des organes scientifiques qui nous amènent l'évidence scientifique du fait qu'on fait face à des crises et qu'il faut prendre des actions. Donc un de ces organes est représenté ici sur le panel, à ma gauche.
mais on a l'IPBES pour la crise de biodiversité, puis la communauté internationale est en train de négocier un troisième de ces organes scientifiques pour la crise de la pollution. Alors, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plus dans la Genève internationale, mon rôle c'est de promouvoir la Genève internationale de l'environnement, donc vous avez plus de 100 institutions qui sont vraiment actives sur les questions environnementales, donc qui contribuent à la gouvernance mondiale de l'environnement depuis Genève, dont les 3 institutions qui sont représentées ici. Et donc il se passe un certain nombre de choses. Donc nous, on a un site qui sert de porte d'entrée de cette Genève internationale environnementale, qui explique qui sont les acteurs, mais aussi quelles sont les différentes thématiques, pas seulement les 3 grandes que je vous ai mentionnées là, mais Genève, vous avez mentionné le commerce, vous avez mentionné les nouvelles technologies, enfin, sur un certain nombre de sujets. Il se passe beaucoup de choses dans la Genève internationale et aussi sur ces sujets et en lien avec l'environnement. Donc notre site web sert en fait de porte d'entrée sur ce qui se passe sur cette Genève internationale environnement. Et on va un peu au-delà, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont cuisinées à Genève, mais après la négociation, elle se passe dans d'autres endroits dans le monde. Donc par exemple, la semaine prochaine, vous avez beaucoup de gens qui vont se retrouver en Colombie, à Cali, pour la Convention sur la biodiversité. Et il y a beaucoup d'experts de la Genève internationale qui seront aussi là, parce qu'il y a des solutions multilatérales à ces crises qui viennent de cette Genève internationale. Et nous, on a développé il se passe tellement de choses dans un environnement qu'on a en fait une newsletter à laquelle n'importe qui peut adhérer, qui est hebdomadaire, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et qui essaye de voir tout ce qui se passe dans l'environnement à tous les niveaux. Donc, par exemple, vous avez aussi une grande représentation du secteur humanitaire à Genève. Il se passe aussi beaucoup de choses en lien avec les changements climatiques, mais pas seulement dans ce secteur-là. Le secteur cette semaine, il y avait la semaine du commerce et environnement à l'OMC. Donc, énormément de choses qui se passent. Et cette newsletter, elle essaye un peu de vous présenter. Et aussi ce qui se passe au-delà de Genève, qui a une importance sur ce qui est discuté et négocié à Genève. Et puis, je voulais dire quelque chose en lien avec les médias aussi, c'est que pour collecter toute cette information, évidemment, nous on a tous ces partenaires, toutes ces organisations qui produisent des choses, qui nous contactent, etc. On utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe, pour alerter plus vite. Et les médias, certains articles sont aussi extrêmement importants parce que ça nous permet de voir les citations de certains rapports qui nous avaient peut-être échappé. Parce que quand il se passe tellement de choses dans ce domaine, voilà, c'est important d'avoir plusieurs sources d'informations. Et puis, comme on est quand même les derniers jours du Conseil des droits de l'homme et que Genève est aussi connue pour être la ville des droits de l'homme, je voulais mentionner quelque chose que peut-être les journalistes n'utilisent pas assez, c'est les rapports que produisent les divers rapporteurs spéciaux. Pas seulement ceux qui traitent des questions environnementales, comme le rapporteur spécial sur l'environnement, celui sur les substances dangereuses ou celle sur le climat, mais aussi il y a d'autres rapporteurs spéciaux qui travaillent sur d'autres questions, mais qui ont tous à un moment donné ou travaillé sur le climat ou sur d'autres choses en lien. Et puis ces rapports sont très intéressants parce qu'ils font aussi beaucoup de visites sur le terrain, dans les pays. Ils sont en contact avec beaucoup de communautés locales. Donc ce sont souvent des bonnes portes d'entrée. Et puis surtout, très important, ces rapports sont tous traduits en français. Parce que ce qui devient plus rare. Par exemple, notre site, c'est très difficile. Nous, on est une petite équipe. C'est très difficile. Le site est bilingue, anglais et français. Mais je vous avoue qu'à part les pages principales, la newsletter, elle est que en anglais, tout se fait en anglais, parce que c'est extrêmement compliqué de pouvoir... ça prend des ressources qu'on n'a plus. Et donc voilà. Et donc je voulais profiter de cette occasion pour aussi alerter sur ces rapports produits par les divers rapporteurs spéciaux qui peuvent être extrêmement intéressants. Je crois que je vais m'arrêter là. Oui, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est ça donne une bonne visibilité. On rappelle quand même que cette newsletter hebdomadaire est gratuite. Oui, tout est gratuit. Et qu'il suffit de D'ailleurs, la s'inscrire. plupart des rapports des Nations Unies sont exactement. Ils sont tous disponibles gratuitement. Gratuitement. Et alors, notre site, c'est en anglais, genevaenvironmentnetwork.org. Qu'on voit derrière, qui est indiqué. Voilà. Donc, alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, comme l'a présenté Diana Risolio, il y a une foison d'informations. Chacun peut prendre ce qui l'intéresse le plus par rapport à l'angle duquel il veut traiter la question. Quand on est un journaliste, par exemple, en Afrique, dans un pays côtier, dans un pays enclavé, où on souffre plus je cherche le mot en français, de floods,
d'inondation plutôt que de sécheresse. On reviendra tout à l'heure avec l'Organisation météorologique mondiale, avec Madame Perrin aussi. C'est vrai qu'on a énormément de possibilités ici. Comme vous l'avez indiqué, en ce moment même, dans le même bâtiment, se votent les dernières résolutions de la 55e session du Conseil des droits de l'homme. Et là également, il y a beaucoup de rapports qui peuvent être très intéressants sur l'accès à l'eau, l'accès à différentes choses qui font partie des droits humains, des choses auxquelles un être humain devrait avoir facilement accès. Et comme on parle d'accès, on retourne à l'accès à l'information et nous avons la chance d'avoir avec nous une représentante ô combien aussi qualifiée, Madame Chantal Lim-Carpentier de la CNUSED, qui est la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, mais qui a changé son nom récemment, donc on appelle ça maintenant ONU Commerce et Développement. Mais le sigle reste le même. Et il est vrai que la plupart des personnes ne savent pas que la CNUSED est aussi une organisation qui produit des rapports très intéressants, très pointus, très fouillés. Moi-même, en tant que journaliste, j'ai eu plusieurs fois à consulter ces rapports qui quelquefois sont meilleurs, même, j'ose le dire, que ceux des agences spécialisées. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est très intéressant de se tourner vers vous, mais le grand public n'est pas toujours au courant que vous produisez de tels rapports. Alors peut-être que vous pourriez nous donner plus d'informations sur l'éventail de ces rapports, éventuellement on va dire, les moments où sont produits ces rapports. Il n'y a pas toujours de règles, je sais, il y en a qui sont produits tous les 10 ans, ou ça dépend un tout petit peu de la matière première que vous pouvez récolter auprès des États membres. Donc on laisse la parole à Chantal Lim-Carpentier, qui est responsable du service commerce, environnement, changement climatique et développement durable de l'agence ONU Commerce et Développement. Merci beaucoup, Catherine, et bonjour à tous. J'aimerais commencer par dire qu'en plus de tout ce que Diana dit qu'ils font, ils ont aussi des gens sur le terrain qui assistent aux réunions, qui font des comptes rendus de nos réunions que nous-mêmes, on n'a même pas le temps ou la capacité de faire. Donc, merci, Diana. Je vois mes sommaires de ce que j'ai présenté. Ah, c'est cool! Donc, oui, donc, suivez leurs médias sociaux. C'est un bon moyen d'avoir des sommaires de ce qui se passe à Genève. Alors, oui, souvent, les gens ne vont pas penser au ONU Commerce et Développement comme pour aller chercher des sources en environnement. Et pourtant, et ça remonte à 2015, en fait, surtout, depuis qu'on a négocié, tous les pays membres ont adopté les objectifs de développement durable, où est-ce que le développement doit prendre en compte le côté social, ce qui était avant les objectifs du millénaire, mais aussi économique et environnemental. Et donc, force est de reconnaître que de plus en plus, et les changements climatiques, et la perte de biodiversité, et la pollution affectent le développement. Affectent les populations les plus marginalisées, et souvent ces populations sont dans les pays en développement. Et donc, il est clair que ça a remonté dans l'importance des travaux que nous faisons avec l'UNICEF. Je suis arrivée de New York après 7 ans et demi étant la chef du bureau de New York pour la CNUSED, et pour reprendre mes travaux qui avaient été un peu délaissés. Et donc, c'est un peu aussi pourquoi, vous avez peut-être moins entendu, on fait des super travaux, je dois dire. Je peux le dire parce qu'il était là même avant que j'arrive, comme dirait ma boss, sur le commerce et la biodiversité. Et donc, même quand ce n'était pas encore populaire, donc cette idée que le meilleur moyen de protéger la biodiversité, en fait, c'est de donner un incitatif aux populations locales, souvent des groupes de femmes, des groupes de Premières Nations, de récolter cette biodiversité d'une manière soutenable, d'en faire un livelihood, d'en faire un revenu familial, et ils ont l'intérêt à protéger cette biodiversité. Ça fait 25 ans qu'on le fait. Maintenant, on parle de bioéconomie, c'est exactement le même principe, sauf qu'on parle de bioéconomie sans principe ou de critères qui font en sorte qu'il y a une redistribution des revenus aux populations locales, qui est fair, qui est faite équitablement. Qu'il y a des principes pour protéger cette biodiversité à long terme, qu'il y a des critères pour les droits humains, les droits des travailleurs. Et ça, c'est déjà dans le biotrade, donc les critères que nous avons pour le biotrade. Un autre exemple que nous travaillons, c'est sur les substituts non plastiques et l'économie circulaire.
Alors là, il y a beaucoup de négociations à l'UNEP, au TNUE, sur donc l'élimination de ces plastiques. Donc, c'est un fléau. Et c'est impossible présentement. Si on essayait demain, si vous dites qu'il faut enlever les plastiques du système économique, il s'effondre. Parce que tu en as besoin pour la santé, tu en as besoin pour tout ce qui est alimentation, tu en as besoin. C'est impossible présentement d'enlever les plastiques. Dans le système, il est tellement intégré parce que c'est tellement peu cher et c'est tellement malléable et facile à utiliser. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde pour des alternatives qui ne sont pas basées sur les énergies fossiles et où les pays en développement ont vraiment un avantage comparatif. Alors, comment est-ce que ça pourrait donner de nouveaux avantages économiques, de diversification économique pour les pays en développement? Donc, c'est un autre exemple. Le troisième exemple, bien entendu, c'est sur les océans. Pour les pays qui ont de larges côtes ou qui sont côtiers, les petites îles en développement, ils ont beaucoup plus d'océans qu'ils ont de terre. Et on a beaucoup plus de biodiversité dans les océans qu'on en a sur la Terre. Alors, comment est-ce que ces économies peuvent se développer, encore une fois, de manière durable, en extrayant durablement ces ressources et en faisant des exportations, une diversification de leur exportation, plutôt que de dépendre 100% du tourisme qu'on a vu durant la COVID, quand on dépend seulement d'une source de revenus, ce n'est pas durable. Et l'économie peut s'effondrer du jour au lendemain. Le troisième exemple, bien entendu, c'est les changements climatiques. Pourquoi les changements climatiques? Parce que de plus en plus, les changements climatiques et le commerce deviennent à se confronter, alors qu'avant, on les gardait séparés. De plus en plus, on parle d'une taxe carbone, on parle d'ajustement frontalier aux frontières, ce qui fait en sorte qu'il peut affecter les pays en développement, leur exportation, le coût, surtout le coût de mettre en œuvre, de répondre à ces demandes de reddition de compte, de vérification, de certification du carbone qui est intégré dans ces exportations. Et donc, ce sont la communauté européenne a mis un système en place, le UK en parle d'en mettre un en place, le Canada. Alors, quels sont les impacts sur le potentiel de développement des pays en développement de ces nouveaux instruments qui ne sont pas nécessairement faits, qui sont faits avec un optique domestique ou régional et pas nécessairement avec un optique international. Alors, nous, on voit notre mandat et chaque fois, Catherine, c'est de regarder d'un côté de développement. Nous, on vient toujours avec le côté de développement parce que c'est notre mandat. Comment est-ce que ces nouveaux règlements, ces nouvelles tendances environnementales affectent le potentiel de développement et du côté négatif, mais aussi des opportunités pour les pays en développement. Donc, je vais terminer en disant qu'une autre de nos grosses lignes de travail, c'est de regarder pour les stratégies nationales d'exportation verte et bleue pour les pays en développement. Ça peut être la biodiversité, ça peut être l'agriculture durable, ça peut être la foresterie durable, ça peut être toutes sortes de choses où est-ce que c'est pas nécessairement exploité à 100%, mais que ça peut, souvent on peut, sous les règles commerciales existantes, on pourrait tirer avantage, mais que des fois les pays pensent qu'ils ne peuvent pas, ou que peut-être qu'il faudrait avoir des tweaks qu'il faut emmener en bas de la côte à l'OMC pour dire, écoutez, si on pouvait tweaker tel truc ici, ça pourrait donner des avantages. Alors c'est un peu le travail que nous faisons. Il y a aussi, vous parliez, Catherine, au début, quand on s'est rencontrés avant, le travail qu'on fait, mes collègues font sur la technologie. Alors, le dernier rapport que nous avons émis sur, ça c'est mes collègues, sur le Digital Economy Report, un rapport sur l'économie digitale, démontre en fait que la digitalisation de l'économie, en fait, est plus polluante que la plupart des petits pays sur la planète. Et que ça n'a pas qu'en s'empirant. Et donc, l'intelligence artificielle, dont Brigitte va parler, en fait, utilise une somme énorme d'énergie. Et à un certain moment, il faut se demander à quel point est-ce qu'on dit, ben écoute, les pays en développement doivent avoir de l'énergie pour se développer. On utilise beaucoup d'énergie pour avoir de l'information. Est-ce que ça amène un gain commun ou pas? Et à quel point est-ce qu'il faut regarder, avoir des principes pour une utilisation de l'énergie qui devient de plus en plus limitée si on veut, si on dit qu'on a un cap de carbone qu'on doit utiliser, si on ne veut pas excéder le 2 degrés. Alors ça, ce sont tous des exemples. Et vous allez sortir bientôt et vous traitez également de la question du transport maritime. Et le transport maritime. Et vous avez un rapport qui sort bientôt. Un rapport qui sort bientôt sur le transport maritime. Et là aussi, c'est important, puisque avec tout ce qui s'est passé dans le monde, que ce soit la crise Covid, les problématiques géopolitiques,
vous avez des experts qui traitent de la question et qui automatiquement affectent le développement et l'économie. Oui, parce que de deux façons. D'une part, parce qu'avec la COVID, avec l'augmentation du prix du shipping, parce que maintenant on prend des routes beaucoup plus longues à cause de la géopolitique ou à cause des changements climatiques dans le canal de Panama, c'est beaucoup plus cher. Donc il y a beaucoup de compagnies qui se disent ben, ça vaut plus la peine d'aller les petites îles en développement, on va les bypasser. Et donc le coût des biens dans ces îles augmente. Et donc, là, on a démontré qu'il y avait 7% d'inflation dans ces petites îles qui venait en fait du coût du shipping. Deuxièmement, les routes sont allongées à cause du climat, parce qu'il y a certains bateaux qui n'arrivent plus à passer, en plus du géopolitique. Et troisièmement, c'est lié à l'élimination des combustibles fossiles. Parce que la majorité de ce qui est shippé, je ne sais pas c'est quoi en français, mais envoyé par voie maritime, ce sont les produits, les combustibles fossiles. Alors, si on les diminue, à ce moment-là, il y aura plus de capacité maritime à moins de... Vous voyez, donc tout ça est relié, et la plupart, il y a 80% du commerce international qui est fait à travers les voies maritimes, et donc tout ça c'est relié, et c'est de dire, ben, comment est-ce qu'on peut regarder à chacune de ces problématiques, pas individuellement, mais dans son ensemble, parce qu'on a aussi toute une division qui travaille sur la technologie, donc l'accès à la technologie pour les pays en développement, alors qu'on est supposé s'en aller dans les énergies renouvelables. Comment est-ce qu'on s'assure que ces pays en développement ont accès à un coût abordable à ces technologies? Et donc, tout est relié en fait. Et alors, on revient à l'accès à l'information. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil justement à des journalistes qui sont à l'étranger? Donc, ils vont sur votre site, ils trouvent facilement les rapports. Bon, on essaye. Et puis, bon, comme le précisait tout à l'heure Diana, très souvent, les rapports sont en anglais. Pour des raisons financières, ils sont difficilement transcrits ou traduits en français. Mais quand même, bon, avec l'intelligence artificielle, les applications, les outils qui existent, on peut se débrouiller. Mais on va sur votre site. en fait, c'est un peu difficile. On est en train de refaire notre site. Oui. C'est un peu difficile présentement de trouver sur notre site, je l'avoue. On a deux types de rapports. Les rapports flagship qui sont traduits, ou au moins le sommaire exécutif est traduit. Par contre, tous les autres rapports qui ne sont pas des flagships ne sont pas traduits, ce qui est dommage. Par contre, et je ne veux pas faire de publicité pour Beeple, mais très efficace pour traduire les documents dans une autre langue. C'est ce que moi j'utilise quand j'essaie d'envoyer quelque chose dans une autre langue. Et sinon, le mieux, c'est d'aller voir Diana, d'aller voir le site de Diana. Oui. Et on est en train de refaire une stratégie une stratégie de communication à la CNUSED. On va commencer avec le nouveau nom de la CNUSED, mais maintenant on est en train de revoir notre stratégie de communication, d'avoir beaucoup plus au lieu d'avoir des rapports, des immenses rapports de 300 pages qui sont lourds, qui sont difficiles à lire, et qu'en fait nos études d'utilisation du web démontrent en fait que le plus gros hit, les gens qui viennent sur le site web, c'est vraiment pour des données plus spontanées. Donc, les updates qu'on fait sur l'état du commerce, les updates sur... donc, on essaie de s'en aller plus vers des petites mises à jour d'informations ponctuelles à tous les 3-4 mois. Et on aura un site bientôt sur les changements climatiques et le commerce. Mais pour l'instant, j'aimerais ça vous inviter parce que Diana a mentionné la COP 16 sur la biodiversité. Nous y serons. Nous aurons pour la première fois une journée sur le commerce et la biodiversité avec nos partenaires de l'OMC, la CPD, le PUE et d'autres partenaires. Et bien entendu à la COP 29 sur commerce et climat. Cette fois-ci pour la deuxième année, ce qu'on a fait la première année l'année dernière. Et voilà, donc je vous invite. Là, il y aura beaucoup de discussions sur tous ces thèmes. Merci beaucoup, Chantaline Carpentier, donc de ONU, Commerce et Développement. Le nouveau titre. Alors, on parlait d'informations un peu plus pointues, quelque chose de plus technique. C'est pour ça que je me tourne vers le secrétaire général du GIEC. Le GIEC, un acronyme qui est devenu très populaire ces derniers temps dans les nouvelles, dans les articles qu'elle est à la télévision. M. Abdallah Moxit, qui s'occupait avant du climat au Maroc. Donc c'est comme ça que beaucoup d'entre nous vous ont connu ici à Genève.
Et donc, on rappelle que le GIEC est un groupe intergouvernemental qui traite de l'évolution du climat. Vous produisez régulièrement des rapports. Et donc, alors là, on revient à quelque chose qui a été évoqué au départ. C'est une fois qu'on a accès à de l'information qui n'a pas été digérée par Diana et son équipe et qu'on va directement vers des rapports qui sont rédigés par des experts, je dirais techniques comme vous et vos collègues. Comment fait-on, comment faites-vous pour vulgariser la chose? Bon, nous avons de la chance, nous avons des personnes qui travaillent comme Brigitte à l'Organisation météorologique mondiale qui très souvent nous organise des conférences de presse pour les journalistes basés à Genève pour simplifier les choses et qui nous donne accès également à des experts francophones comme M. Omar Badour qui est le francophone de l'OMM à Genève et qui permet de mieux comprendre les éléments qui sont inscrits, qui sont décrits dans vos rapports. Alors, comment faites-vous? Nous vous sommes tout oui. Merci infiniment. Je suis vraiment honoré déjà pour être au centre. Ah, vous êtes bien encadré. Hein. Je vais faire des vœux. Je remercie un peu ma mission suisse pour cette invitation. Et pour ancien aussi, j'étais ancien vice-président de l'Organisation météorologique mondiale. Et sincèrement, je crois que la notion de l'information vulgarisée, elle a un caractère central, qui est parti même depuis la Genève de l'IPCC, quand il a été établi par l'Organisation météorologique mondiale et le programme des Nations Unies pour l'environnement pour un objectif précis. C'est comment justement faciliter les résultats scientifiques dans des parties scientifiques. Comment les faire arriver à des décideurs. Donc il y avait les scientifiques, il y avait la population cible, c'est des décideurs, pour prendre des actions. Mais il y avait des principes. Le CONOGIC a été créé par ces différentes organisations, il devait évaluer la recherche. Donc pas uniquement communiquer la recherche, évaluer la pertinence et l'exactitude de la recherche. Ça c'est premièrement. Deuxième chose, c'est que faire passer l'information avec le maximum de transparence et le maximum de neutralité, pour ne pas exactement influencer, pour ne pas essayer de déformer l'information. Maintenant, vous avez bien dit de façon éloquente que comment on communique parfois des rapports qui font des milliers de pages. Bon, nous sommes tout à fait heureux d'exprimer quand même dans nos phases. On a dit des étapes, je les appelle des commandements, pour arriver à la fin d'un rapport. On a une phase qui est pertinente, c'est ce qu'on appelle le résumé pour les décideurs. Et c'était un rapport qui est une synthèse des milliers de pages, mais qui arrive avec ce qu'on appelle des phrases pertinentes, des headlines, des statements. Et ça, ce sont des phrases qui ont quand même l'avantage, qui émanent des rapports scientifiques et qui sont approuvés par les gouvernements, par notre plénière. Et ça, c'est la meilleure interface entre les scientifiques et les gouvernements. Mais je vais encore plus loin. Je suis tout à fait d'accord avec vous que ce n'est pas assez. Si on reste dans la logique d'un premier ministre, d'un ministre, le ministre ne va pas lire un rapport de 35 pages. Jamais. Si vous voulez présenter une fiche de 2 pages, il est mécontent. Et on est arrivé, grâce à l'effort des collègues de la communication, j'ai l'honneur d'avoir avec moi André Naïsis, qui fait un excellent travail, on est arrivé à simplifier plus. Et j'ai le plaisir, je vous le répète tout le temps, c'est qu'on a, dans le 6e cycle, on a 6 rapports. 6 rapports, et chaque page, il a un rapport, mais avec 4 messages clés, jusqu'à 6 messages clés. Si c'est un rapport, voilà, c'est à la taille d'une carte visite. Et ce qui est essentiel, si je suis le roi du Maroc parce que je suis marocain, j'ai besoin d'avoir les 4 messages du rapport spécial 1.5, j'ai 4 messages, 4 phases.
Et ces 4 phrases ont la capacité de me permettre de prendre une décision. Parce que je sais que ces 4 phrases viennent d'un résumé pour les décideurs de 35 pages, qui a été approuvé par les gouvernements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Et ces 35 pages arrivent sans le résumé du millier de pages, qui arrive de centaines de milliers de papiers scientifiques. Et je crois que c'est la communication GIEC a accusé un bon spectaculaire qu'avec ça, des décideurs peuvent prendre des décisions. Maintenant, ce qu'il faut aussi préciser d'une façon excellente, éloquente, c'est que, et là j'étais un peu séduit par l'exposé, j'ai un peu embobiné toutes les remarques et les recommandations, c'est que vous êtes des journalistes. La solution, elle est quelque part en vous, comme vecteur d'information. Parce que la population qui reçoit l'information, il faut segmenter la population qui a besoin de l'information. Et leur perception est totalement différente. Faire arriver une information à une femme rurale au Maroc, ce n'est pas exactement la même information qu'un responsable de centrale électrique a besoin. Ce n'est pas la même information d'un gestionnaire des ports. Et là, le GIEC ne peut pas le faire. C'est vous. C'est les journalistes. Mais les journalistes, pour le faire, quand même, ils doivent avoir des prérequis. Ils doivent connaître les principes de la FPCC. L'évaluation, est-ce que le message doit être neutre par rapport à la politique? Informer, pas forcer les décisions. Il faut que les journalistes aussi respectent ces plénières où les gouvernements et les scientifiques discutent pour arriver à des messages acceptés par les gouvernements. Il faut aussi que les journalistes essaient d'adapter au maximum le sens de l'information scientifique et comment l'exploiter au contexte où il va atterrir. Et je crois que nous, c'est-à-dire grâce à notre stratégie de communication, on essaie. Premièrement, les collègues sont déjà imbibés, introduits dans le domaine, dans le milieu de la communication. Deuxième chose, parfois, les journalistes ont besoin d'être formés. Il y a, grâce à l'ONU et l'IPCC, parfois on a des sessions de formation de journalistes pour une fois par année. La deuxième chose, c'est avant chaque événement du GIEC, il y a un communiqué de presse qui est envoyé à toute la presse et aussi à l'issue du programme, à l'issue du résultat du plénière, il y a une presse conférence et un communiqué de presse qui est donné à tout le monde. Dans ce sens, je crois qu'on va vraiment s'estimer heureux et on verra on va sentir qu'on a réussi. C'est n'importe quel élément dans nos rapports avec sa tonacité, son poids, arrive exactement à la population cible qui peut en faire un bon usage. Parce que c'est riche. L'IPCC, le GIEC, c'est un carrefour de disciplines. Toutes les disciplines sont dedans. Les collègues ont commencé par les aspects environnementaux. Maintenant, il y a tous les aspects sociaux, les aspects même privés, l'aspect financier, sont dans les rapports du GIEC. Avec un objectif, bien entendu, d'illustrer le plus fidèlement possible. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des phénomènes extrêmes dont le rythme s'est accéléré d'une façon qui dépasse les capacités d'adaptation même des pays développés. Et aussi, à travers ces rapports du GIEC, avec ses résumés pour les décideurs, avec ces mots, on veut aussi, et grâce aux vecteurs de communication, grâce aux médias,
essayer de faire arriver à la population les informations de nature à sauver les personnes et les biens, et aussi aider les secteurs économiques, socio-économiques à émerger, à voir la création de jobs, la création de richesses, et bien entendu. Et c'est ça le moment clé, c'est installer une vigilance continue. Et je crois qu'il n'y a pas mieux de maintenir une vigilance grâce à une plateforme de journalistes qui sont éveillés, qui sont formés et qui sont au guet de n'importe quelle information basée scientifiquement, dans le bon sens, et aussi avec une portée simple à mettre en œuvre. Voilà ce que je peux m'arrêter là. Merci beaucoup, M. Abdallah Moksi. Alors, vous l'avez bien indiqué, l'importance du journalisme, l'importance justement des réseaux de journalistes, l'Afrique en particulier, puisqu'elle est frappée par des événements divers, météorologiques, d'environnement, sécheresse, inondations et autres, depuis bien plus longtemps, que les continents qui possèdent, on va dire, sur lesquels se trouvent des pays développés, ce n'est que récemment qu'en fait le grand public occidental s'intéresse à ces questions qui sont contenues dans vos rapports, parce que, comme on le voit récemment, il y a des ouragans, des inondations, des sécheresses en Europe, aux États-Unis, au Canada. Donc, naturellement, les populations se sentent beaucoup plus concernées. C'est la raison pour laquelle, en Afrique, vous avez ce réseau de journalistes qui s'est développé sur l'environnement, parce que c'est quelque chose qu'ils vivent de manière quotidienne. Les côtes qui sont grignotées, les villages qui disparaissent, alors on parlait tout à l'heure, comme vous le disiez, ça touche tous les domaines, puisque ça provoque par exemple des grands mouvements de population. On a beaucoup de déplacés internes dans les pays qui doivent se déplacer parce qu'ils n'ont plus accès à de l'eau, parce que le bétail ne peut plus se nourrir. C'est quelque chose qui aujourd'hui touche l'ensemble de notre société. Et comme le disait Diana au départ, c'est vrai qu'en ce moment même, vous avez la fin de la 57e session du Conseil des droits de l'homme, ça touche également les droits de l'homme. D'ailleurs, on a eu la première conférence droits de l'homme et environnement qui s'est tenue, si ma mémoire est bonne, environ 1 an à Doha, au Qatar, sur cette question, parce que c'est quelque chose qui touche tous les pays, toutes les populations. Et c'est pour cette raison qu'il est très important pour les journalistes qui sont situés dans le reste du monde d'avoir accès à votre information, et surtout qui ne sont pas toujours aussi privilégiés que ceux qui vivent ici à Genève, d'avoir accès à des experts pour permettre de poser des questions orientées avec un angle différent qui touche de plus près leur population, c'est-à-dire les personnes qui les écoutent, qui les lisent ou bien qui les regardent. Alors, on se tourne vers Brigitte Perrin, qui dirige la communication à l'Organisation météorologique mondiale, qui est aussi basée à Genève. Brigitte, nous avons, quand je dis nous, les journalistes accrédités auprès des Nations Unies, nous avons la chance de régulièrement vous avoir, ainsi que les personnes de votre équipe, pour justement attirer l'attention sur des nouveaux rapports, entre autres celui qui émane du GIEC, qui est devenu très populaire, hein, parce que maintenant on le voit même aux journaux télévisés, c'est dire, vous faites la une, donc c'est que votre vulgarisation a réussi. Donc, alors, comment vous pouvez donner des indications pour avoir un accès plus facile, non seulement à vos rapports, mais également à vos experts, puisqu'on rappelle que les experts internationaux parlent plusieurs langues et peuvent également être plus proches des journalistes, puisque quand on s'exprime dans une langue commune, il est beaucoup plus facile de communiquer. Alors, évidemment, il y a un énorme travail à faire en termes de vulgarisation. Nos experts sont tous des scientifiques, hein, les météorologues, les climatologues, les scientifiques, les physiciens qui travaillent à l'OMM ne sont pas des communicants. C'est quelque chose qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre. Et moi qui viens du milieu de la presse aussi, j'ai été journaliste pendant 20 ans. Les premiers mois, les premières années sont un peu difficiles. On se dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour travailler avec eux? On essaie de vulgariser, c'est pas toujours facile de vulgariser. Ça semble très facile de se dire, ben voilà, il y a un ouragan. Par exemple, on a l'ouragan Milton.
il arrive en Floride, l'ouragan fait la une des journaux, tout le monde s'intéresse à cette histoire parce qu'elle fait la une de tous les grands médias américains. Et puis, on communique sur ces ouragans et une première personne, quelque part, va dire à cause du changement climatique, les ouragans sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Personne n'est choqué. Je suis sûre que dans la salle, personne n'est choqué parce que tout le monde a lu ça. Et pourtant, rien scientifiquement ne dit que ces ouragans sont plus fréquents. Ils sont plus intenses, mais ils ne sont pas plus fréquents. Donc toute la difficulté, c'est de se dire une simple phrase comme les ouragans, à cause du changement climatique, sont de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. La phrase a l'air jolie, la phrase sonne bien, mais elle est fausse. Et donc le gros défi, aussi bien pour nous que pour les journalistes, c'est de réussir à savoir jusqu'où interpréter l'information qu'on leur donne. Alors très souvent, on reçoit des demandes de journalistes qui nous disent: est-ce que vous avez des datasets, des données? Est-ce que vous pouvez nous donner vos données brutes de votre dernier rapport, de ceci, de cela? Alors oui, on peut donner les données brutes, mais effectivement, une donnée brute, ce n'est pas un message. Et le message, il faut l'interpréter. Et pour interpréter le message, on doit absolument travailler avec les scientifiques, écouter les scientifiques. Et je pense que là, c'est notre devoir, et j'y travaille énormément, c'est la raison pour laquelle je suis dans cette salle aujourd'hui. Je pense que nous devons aussi, nous avons un travail d'éducation vis-à-vis des médias du monde entier, et là, pas seulement des médias du Palais, et vous avez de la chance parce que vous êtes éduqués à la question de la météo et du climat comme personne, mais je pense qu'en Afrique en particulier, on parle beaucoup, et j'ai assisté récemment au forum météo-climat de nos collègues Christian Vanier, peut-être que certains d'entre vous connaissent ce forum, avec beaucoup de pays francophones qui travaillent avec les présentateurs météo de ces pays-là, et ils nous avouent être un peu désemparés parce qu'on leur demande de parler de la météo, on leur demande de dire quel temps il fait, on leur demande de faire des reportages, de rapporter sur les événements météo, donc les inondations, les tempêtes, etc. Or, si on veut faire passer un message, on est obligé de passer par la case climatique. Et c'est pas évident pour les journalistes et les présentateurs, même les présentateurs météo, quand ils vont voir leur rédacteur en chef et qu'ils disent on va parler de l'ouragan ou de l'inondation, mais on aimerait aussi prendre juste 1 ou 2 minutes pour expliquer tel phénomène de changement climatique, pourquoi est-ce que l'ouragan est renforcé par des températures de CO2 plus élevées, etc. Et très souvent, les rédacteurs en chef vont dire « Ah ben non, parce que vous avez déjà 5 minutes pour rapporter sur l'ouragan, donc on ne va pas encore rajouter 2 minutes pour le climat. » Donc le climat est le parent pauvre de la presse, en particulier en Afrique, mais pas seulement. Et pourquoi en Afrique? Parce qu'il y a peut-être aussi moins de moyens, comme on l'a vu dans le rapport, les journalistes sont pris à la gorge en termes du temps qu'ils peuvent consacrer à leurs articles, en termes de matériel, d'accès à l'information. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles 59% des journalistes voient l'intelligence artificielle comme une opportunité. Alors moi, je ne vous apporte pas la bonne nouvelle en termes d'intelligence artificielle parce que ChatGPT ne va pas résoudre le problème des journalistes et d'autant moins le problème des journalistes en Afrique. Parce que ChatGPT est une source d'information extrêmement diversifiée. Et si vous posez une question à ChatGPT sur le climat, j'avais fait l'exercice de demander à ChatGPT y aura-t-il de plus en plus de sécheresse ou de feux de forêt dans l'Amazone dans les années qui viennent. ChatGPT va donner une réponse satisfaisante de nouveau, qui a l'air très bien sur le papier. ChatGPT va dire oui, il y aura de plus en plus de sécheresse et de feux de forêt dans l'Amazone. Mais si on lui demande sur quelle source ChatGPT s'est basé pour avoir cette information, c'est là qu'en fait on découvre que les sources, là en l'occurrence, qui citaient nos amis du GIEC, c'est bien, c'est une première source intéressante, mais après, les sources, ce sont toutes sortes de rapports publiés par n'importe qui, y compris peut-être des organisations, des entreprises pétrolières et autres, des ONG, sans spécifier lesquelles, des sources d'articles de presse,
n'importe quelle presse aussi, des forums, des blogs, etc., etc. Donc en fait, l'intelligence artificielle peut être une autoroute vers la désinformation. Et on l'a vu avec ce petit exemple de dire, voilà, l'ouragan est de plus en plus fréquent et de plus en plus intense. Non, l'ouragan n'est pas de plus en plus fréquent. Allez savoir si peut-être qu'un journaliste a écrit sur la base d'une information fournie par ChatGPT pour parler de la fréquence. Alors nous, à l'OMM, on travaille, on réfléchit à des solutions avec nos membres qui sont aussi préoccupés par cette question et qui essayent de trouver un moyen de donner des informations fiables à la population, puisque très souvent dans les pays, que ce soit en Afrique ou même ici, les services météo travaillent main dans la main avec les médias pour pouvoir les informer de ce qui se passe en termes météorologiques et climat dans leur pays. Donc on est en train de travailler à des projets pilotes d'intelligence artificielle, mais qui ne prendraient comme source que les informations fiables, donc les informations produites par l'OMM, par les services météo qui produisent des données de façon importante. Donc on travaille actuellement sur un outil pilote. Cet outil pilote, on pourrait imaginer d'y ajouter aussi des éléments de Large Language Model, je ne sais pas la traduction en français, donc on pourrait lui demander d'adapter le vocabulaire et le style des réponses à certains publics. Comme disait Abdallah tout à l'heure, hein, on ne parle pas de la même manière à une communauté rurale ou à un chef d'entreprise pétrolière ou à un directeur d'usine nucléaire. Donc d'adapter aussi ces langages aux différentes sources. Ça demande beaucoup de recherche, ça demande beaucoup de tests. Je pense qu'il faut que les organisations internationales ensemble investissent sur des outils de ce type-là pour recueillir toutes ces informations fiables et les donner en source pour une utilisation préférable tout de même à celle de ChatGPT et d'autres. Mais dans tous les cas de figure, après on peut parler des données, de l'énorme, du nombre incroyable de données qui sortent tous les jours en termes de météorologie. On peut imaginer que les infographies puissent se créer aussi automatiquement avec l'intelligence artificielle pour par exemple montrer la fonte d'un glacier à travers des photos satellites qui seront prises à différentes échéances. Donc il y a un énorme potentiel là-dedans, on y travaille, ça va prendre du temps et ça va coûter aussi un petit peu d'argent, mais je pense qu'il faut voir effectivement l'intelligence artificielle comme une opportunité, mais utilisée de manière intelligente, réfléchie et surtout en collaboration avec toutes les agences et tous ceux qui produisent de l'information fiable, parce que c'est le seul moyen qu'on aura de combattre la désinformation. Merci beaucoup. Et c'est vrai que quand on est journaliste et qu'on écrit des choses, la problématique de l'intelligence artificielle, c'est qu'on oublie souvent qu'elle formule des choses à partir des éléments qu'on lui a donnés au départ. Donc lorsque les éléments de base sont erronés ou qui ne sont pas vérifiés, eh bien c'est l'exemple que vous avez cité auparavant qui arrive, c'est qu'il peut y avoir une proposition de ChatGPT qui ne soit pas conforme à la réalité. C'est la raison pour laquelle il est très important de pouvoir, pour les journalistes, d'avoir accès rapidement à une vérification des données. Et puis Didier, qui nous a fait la présentation tout à l'heure, il ne faut pas l'oublier aussi, professeur d'université, et qu'aujourd'hui les jeunes générations suivent des cours universitaires en matière d'environnement ou autres. Là aussi, ceux qui sont les professeurs doivent pouvoir avoir accès à des scientifiques, des experts ou des personnes, des agences des Nations Unies qui sont au plus proches de la source de l'information. Alors c'est ce que vous disiez au départ, Diana, c'est qu'effectivement Genève reste quand même l'endroit où bat le cœur du monde, qui était une expression d'un directeur général des Nations Unies à une époque, mais c'est vrai qu'à Genève, c'est d'ici que partent toutes les réflexions qui après sont, on va dire, exportées dans différentes régions du monde. Alors, comme il nous reste très peu de temps, je vais me tourner vers la salle, vers ceux qui sont ici. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions à poser? Monsieur, vous pourriez vous lever, vous présenter? Oui, vous?
vous devez vous présenter et nous dire à qui s'adresse la question que vous souhaitez. Oui, une question. Est-ce que c'est une question? Je m'appelle Mohamed Moudi Nassidou. Je représente le Togo. Je suis à la mission permanente du Togo à Genève. Merci d'être venu. Merci madame. Je tiens à remercier M. Julien. Pour la première fois, ça fait 1 an que je l'ai rencontré. Au fait, l'information que j'ai eue était personnelle. Donc, en tant que diplomate, j'ai remonté l'information à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour lui demander autorisation d'y prendre part, qui a apprécié, et me voici ici. Les mots me manquent pour exprimer ma satisfaction. Et en tant que diplomate, tout diplomate a 2 missions pour la petite expérience que j'ai, la paix et la prospérité. Mais tout est assis sur le principe fondamental de la qualité de l'information. Si l'information est biaisée, un diplomate risque de faire un rapport biaisé qui puisse amener des décideurs à prendre des décisions biaisées. Par conséquent, des catastrophes. Donc, j'ai entendu parler le doyen qui parle de l'ergonomie dans la lecture des rapports. Tous les experts, c'est des phénoménaux. Moi, je suis aussi le représentant, point focal de la CNUSED, du Togo à la CNUSED. J'avoue que les rapports que la CNUSED fournit à nos États sont, c'est-à-dire ça sort hors du commun. Donc, ce qui est intéressant, chaque fois que j'assiste à des réunions comme celle-ci, c'est comment implémenter. Souvent, quand je sors des réunions comme celle-ci, j'ai les mots de tête. Parce que je suis soucieux. Bon, nos autorités, oui, il y a le political will, mais le comment. Chaque fois, je dis comment. Donc, je reste souvent sous ma soif, mais Dieu merci, il y a quand même des sessions qui sont en train de se développer. Je tiens aussi à féliciter le dossier suisse pour nos amis africains qui ont la chance d'être dans ce pays. Profitons-en, pas pour rester, mais appelons et implémentons. Proposons des idées concrètes. Disons ce que nous voulons et observons. Je vais accueillir mes 2 filles qui viennent d'arriver grâce à l'autorisation de la Suisse pour faire l'élection au collège de Léman. On se promenait quand ils ont vu des écureuils. S'il vous plaît, mes frères africains, est-ce qu'on peut voir l'écureuil comme ça sans avoir pensé à manger? Vous voyez le degré de la protection de l'environnement. Je suis en train de tomber sur l'environnement. Donc, par conséquent, nous avons beaucoup de choses à apprendre, mais appelons et allons servir nos nations. Mon frère journaliste, je te félicite. J'ai aussi mon jeune compatriote. Je vous prie, messieurs les représentants suisses, de les former pour qu'ils aillent servir nos nations. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on met l'accent sur les journalistes, puisque Africa 21 est un réseau de journalistes. Mais tout ce que les journalistes apprennent ici, je dois reconnaître que les diplomates qui sont en poste ici, représentants permanents de leurs États, sont aussi friands que nous d'informations. Et comme le disait tout à l'heure le secrétaire général du GIEC, ont non seulement cette nécessité de rapporter au capital les informations qu'ils ont reçues, mais doivent proposer des possibilités d'application comparées à l'accord. Une fois qu'ils ont, on va dire, pris connaissance du contenu des rapports scientifiques ou autres de ces agences spécialisées. Et c'est vrai que pour des diplomates, ce n'est pas toujours évident, au vu de la foule d'informations et de travail qui existe à Genève, de pouvoir faire tout cela. Mais bon, on a la chance quand même que souvent vous avez des points focaux dans les agences spécialisées qui peuvent vous donner une aide, vous proposer une aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une dernière question? Parce que, monsieur, je vous en prie. Bonjour. Donc, je m'appelle Alexandre et je suis un collègue de Mme Carin d'ailleurs. Je travaille pour l'OMM et plus spécifiquement pour le groupe intergouvernemental pour les observations de la Terre. Donc, on est une organisation qui est présente dans 116 pays. Et je voulais simplement apporter un complément d'information à tout ce qui a été dit. On a parlé de rapports, où trouver l'information, on a parlé des dangers de l'intelligence artificielle, mais je voudrais vous parler d'une plateforme qui s'appelle Digital Earth Africa. Alors nous, notre travail à Géo,
c'est de faire le lien entre les données qui sont générées par les satellites, mais aussi par les observations au niveau du sol, et l'utilisateur en rendant ces données, en packageant ces données dans des plateformes et des produits qui sont à destination de tout le monde. Et Digital Earth Africa, c'est assez intéressant. C'est une plateforme en ligne. Alors, imaginez Google Maps, sur lequel vous pouvez appliquer des filtres. Je veux connaître les zones agricoles en Afrique. Vous appliquez un filtre et vous voyez toutes les zones. Je veux connaître l'évolution du trait de côte en Afrique sur les 10 dernières années. Vous voyez l'évolution du trait de côte. Vous appliquez ce filtre et vous voyez comment l'érosion côtière progresse en Afrique. Et c'est vraiment très accessible, c'est très addictif, mais c'est une source d'information qui est absolument vérifiée, puisque nos informations viennent des plus grands centres satellitaires et de données, de données de l'OMM exactement également. Et voilà, donc je voulais vous parler de ça. Ces plateformes existent, c'est, on va dire, un beau complément à ce que vous pourrez trouver dans les rapports. C'est quelque chose que vous pouvez vraiment utiliser de manière très simple et très intuitive. Et je suis ravi d'en parler plus. Il y a plein d'autres plateformes de ce type qui existent, notamment pour le réchauffement dans les villes. Mais en tant que journaliste, c'est important d'avoir accès à cette information, de pouvoir un peu remonter dans l'histoire et de voir un peu l'évolution de tout cela. Donc ravi d'en discuter plus après si jamais vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci pour cette information, parce que comme on le mentionnait auparavant, les journalistes doivent non seulement comprendre l'information, la transcrire, mais généralement pouvoir alimenter, étayer leurs écrits avec des exemples. Donc lorsqu'on peut se tourner vers votre plateforme, qui j'espère est également en français. C'est en français, quand vous connectez depuis les autres francophones, c'est en français. Voilà, parce que Digital Earth Africa, C'est un nom de départ. voilà. Donc on rassure tout le monde, c'est pour être dans le vent, c'est en anglais le titre, mais on a accès à de l'information en français, et effectivement, on peut, on va dire, rendre les articles plus puissants, surtout pour le réseau de journalistes africains, en expliquant qu'il y a une perte de kilomètres de côte sur tant d'années due à l'augmentation du niveau de la mer ou d'autres éléments. Alors, on va passer à la dernière phase de cet échange de la journée. Voilà, on redonne la parole à Didier, qui va nous présenter l'initiative qui est lancée aujourd'hui. En une minute, parce qu'après, Frédéric va nous faire le mot de fin pour conclure cette ronde. Donc, je voudrais d'abord remercier nos chers panélistes et relever quelque chose de très important. Tout à l'heure, M. Lantip nous a insisté sur le besoin de formation des journalistes. Donc, l'initiative en fait, que nous lançons aujourd'hui, c'est pour répondre à ce besoin-là. Notamment, c'est le lancement d'un fonds de soutien aux journalistes environnementaux africains. Et on l'a déjà constaté, on l'a répété pendant que je présentais l'étude, le besoin ne se fait pas seulement sur les questions de matériel. Et ne serait-ce que pour aller couvrir un événement sur le climat, par exemple, c'est très compliqué, non seulement d'être accrédité, mais de voyager, voilà. Donc c'est dans cette perspective qu'on lance le fonds. Et ça répond à plusieurs besoins, je ne vais pas les citer tous, mais l'idée c'est d'abord, il y a une volonté croissante du public de s'informer sur ces sujets-là, et les ressources matérielles et financières qui sont très limitées pour les populations, pour les décideurs, mais aussi pour les journalistes, et la technicité de plus en plus accrue des informations liées au climat. Donc le besoin de formation, comme je l'ai souligné, et aujourd'hui la nécessité pour les journalistes aussi d'être en réseau, pour se soutenir, être solidaires, pouvoir bénéficier d'éventuelles prises en charge. Alors, ce que propose Africa 21, c'est que ce fonds-là puisse surtout d'abord s'adresser aux organisations internationales, dont nous avons quelques représentants ici, aux acteurs de la coopération, évidemment, et à tous les fonds qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, être contributifs pour alimenter le fonds, essentiellement pour former les journalistes et les accompagner dans leur travail sur la problématique du climat en Afrique. Et c'est quelque chose qui sera essentiellement piloté par Africa 21 en toute efficacité et transparence, avec une obligation de réédition de comptes auprès des donateurs notamment, sous la forme d'un partenariat qui peut être pluriannuel de 3 à 5 ans, avec une feuille de route qui sera établie notamment avec les partenaires, avec une suivi et évaluation évidemment.
Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est une offre qui paraît très, très attractive, évidemment, pour les acteurs de l'écosystème. Permettre notamment la couverture des activités et des informations produites par les acteurs engagés dans la mise en œuvre des ODD et contribuer à améliorer la qualité des informations qui sont produites, on en a parlé tout à l'heure, et permettre surtout la création de synergies entre les différents acteurs et tout ce qui concerne l'allocation des budgets. Et pour le contexte notamment très difficile en matière financière pour l'Afrique, mais aussi permettre à d'autres acteurs qui ont envie de s'engager sur ces questions-là de pouvoir faire efficacement leur travail. Et pour finir, alors le calendrier de déploiement, ça commence aujourd'hui évidemment. Et on vous présente aujourd'hui l'idée du fonds. Et en d'octobre à décembre, jusqu'à la fin de l'année, il y aura une campagne de levée de fonds auprès des partenaires potentiels. Donc vous êtes tous invités, vous êtes tous potentiellement des partenaires. Le 1er janvier, il y aura l'ouverture officielle du fonds. Et le premier semestre 2025, on va commencer la mise en œuvre pratique du fonds, sachant qu'il y a des rendez-vous qui s'annoncent déjà en matière climat. Et à la fin du premier semestre, il y aura un suivi de la phase pilote du fonds par le comité de pilotage. Tout cela, on essaiera de vous informer au fur et à mesure pour que vous voyez un peu comment on avance. Et si vous avez des idées, des propositions, nous sommes preneurs pour améliorer justement la qualité du travail de nos journalistes en Afrique. Merci à vous. Je demanderai à Frédéric de conclure cette table ronde. Et personnellement, je vous dis encore merci. Ça nous réjouit de vous avoir avec nous. C'est avec grand plaisir. On va continuer le dialogue. Merci beaucoup, Didier. Merci, Julien. Merci pour tout ce que vous faites. Je n'aurais pas l'ambition de conclure parce qu'on a dit tellement de choses qu'un résumé serait une entreprise ambitieuse, mais je voudrais m'adresser à la cinquantaine de journalistes qui se sont accrédités à cet événement pour le suivre à distance. Vous avez entendu que Genève regorge de ressources et aussi de portes d'entrée qui nous ont été présentées au cours de cet événement. N'hésitez jamais à prendre contact avec nous, que ce soit Julien ou nous-mêmes, pour accéder à l'information qui se trouve ici, ou pour vérifier, ou pour croiser les sources. On a parlé des dangers de la facilité de l'intelligence artificielle. Les ressources et les sources existent ici. Et n'hésitez jamais à faire appel à nous pour y accéder. S'il y a un seul takeaway de cet événement, je voudrais que ce soit celui-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.